Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce 32e numéro du webinaire mensuel de la FSP Polycritique qui a vocation à décrypter l'actualité française et internationale en la plaçant sous le regard des chercheurs. Aujourd'hui, vous le savez, c'est à l'actualité française que nous consacrons ce numéro. Un numéro que nous avons intitulé La démocratie française en crise, point d'interrogation, sous-titré Symptômes, tensions et transformations, car nous sommes effectivement dans une situation politique inédite depuis la dissolution de l'Assemblée nationale au printemps, et cela nous invite, et les résultats des élections législatives en particulier qui ont suivi, nous invitent à nous interroger sur l'état de la démocratie en France. Existe-t-il une véritable crise de régime, un dysfonctionnement de la Ve République? Doit-on remettre en cause la présidentialisation et les pratiques d'exercice du pouvoir présidentiel? Quelle place prennent le Parlement, les partis, les coalitions dans cette nouvelle configuration potentiellement instable? Et puis, quels sont les effets de la montée du RN et, et de la restructuration aussi de la gauche? Voilà autant de questions que nous allons soumettre à nos invités, et je vais mentionner les quatre collègues qui ont bien voulu prendre le temps d'éclairer ces sujets pour nous, de répondre à ces questions pour nous, dans l'ordre alphabétique. Euh, Bastien François, professeur de sciences politiques à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Florence Hegel, professeure de sciences politiques à Sciences Po et au laboratoire le CEE. Nona Meyer, directrice de recherche émérite CNRS au CEE aussi, et Vincent Tibéry, professeur d'université à Sciences Po Bordeaux. Alors, tous les quatre vont à tour de rôle, et puis dans une conversation informelle aussi, répondre aux questions que j'ai listées et à d'autres. Cela en une heure, le temps nous étant compté, pour qu'ensuite tous ceux qui se sont connectés puissent poser des questions en utilisant le chat pour qu'on puisse les voir en temps réel, de manière à ce qu'il y ait aussi un moment d'échange avec vous tous. Alors, je me tourne d'abord vers Florence, qui va planter le décor pour nous en disant en quoi la situation que nous vivons est effectivement inédite, en quoi elle est potentiellement problématique, et on aura ensuite un décryptage, y compris par Florence d'ailleurs, peut-être plus clinique, plus spécifique, mais là on pose les bases, entre guillemets, et on plante le décor. Florence. Merci beaucoup, Christophe. Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Donc, bien sûr, un thème de la crise de la démocratie, bon, c'est un peu une vieille lune, hein, et donc, c'est sûr que si on pense aux questions qui sont associées à ce thème de la crise de la démocratie, on pense bien sûr au débat sur la crise de la représentation politique. Et en regardant rapidement, on se rend compte que ce débat, il est déjà au centre des discussions depuis les années 90, hein. On parle de crise de la représentation politique. On parle aussi de nécessité de réforme institutionnelle. Et si on prend par exemple, hein, puisque Bastien François est là, la notion de la sixième République, elle a aussi émergé dans les années 90, hein, avec la Convention sur la sixième République, donc en 92. Et si on parle de la montée du Rassemblement national, on se rend compte aussi que c'est depuis le milieu des années 80 qu'il y a une montée lente mais régulière et de plus en plus forte ces dernières années du Front National et du Rassemblement national. Donc moi, la question que je me suis un petit peu posée pour ouvrir le débat, c'est qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Bien sûr, tous ces symptômes sont là, ils sont d'autant plus forts et d'autant plus peut-être inquiétants qu'ils sont installés depuis des dizaines d'années. Mais en quoi la situation que nous vivons aujourd'hui, depuis les élections législatives, euh, qu'est-ce qu'elle a de nouveau aujourd'hui?
Et donc, ma réponse, c'est que la nouveauté, en tout cas la réponse que je voudrais vous soumettre et qu'on discute, c'est que la nouveauté, elle tient à des nouvelles dynamiques de restructuration du système partisan et qui se sont traduits pour moi par trois éléments qui étaient trois éléments qui sont vraiment nouveaux. Le premier élément, c'est l'installation depuis 2022 de gouvernements qui sont minoritaires. Et bon, il y en avait eu, hein, on le sait bien avec Rocard, mais vraiment l'installation dans une situation où nous avons des gouvernements minoritaires, plus encore le fait qu'il y a la mise en place d'un gouvernement à la fois associant les macronistes et LR avec un soutien sous condition du Rassemblement national. Et ça, c'est vraiment le caractère vraiment inédit, me semble-t-il, de la situation. Et puis également, puisque bon, j'ai travaillé sur la droite, le fait qu'il y ait une scission, ou en tout cas une défection de certains membres des Républicains autour d'Éric Ciotti, qui ont donc fait alliance avec le RN. Et ça me paraît quand même des éléments qui vraiment sont de l'ordre de l'inédit. Alors, et qui peuvent à terme, et c'est un peu la question que je voudrais me poser, qui peuvent à terme transformer beaucoup le système démocratique actuel. Alors, je voudrais faire deux points à propos de ça. Le premier point, c'est partir de cette distinction entre ce qui se passe dans l'arène électorale et ce qui se déroule dans l'arène parlementaire et gouvernementale. Alors, dans l'arène électorale, et je renvoie là aux travaux de Florent Gougou, hein, qui l'a bien montré, dans l'arène électorale s'est installé depuis maintenant de nombreuses années ce qu'on a appelé la tripartition. Hein, la tripartition de l'espace idéologique, du système des valeurs, de l'ordre électoral. Et je ne vais pas rentrer dans, peut-être parce que vous allez en parler plus, que ce soit Vincent Tibéri ou Nana Mayer, parce que, bon, plus électoralisme, en tout cas, il y a une tripartition qui s'est mise en place et de ce que j'ai compris, qui a juste été confirmé en 2024. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu, lors des élections législatives, une mutation, un mouvement. Il y a eu consolidation, maintien, peut-être renforcement de ce nouvel ordre électoral. En revanche, dans ce qu'on peut appeler l'espace soit partisan ou l'espace parlementaire, il y a eu véritablement de grands mouvements en jeu. Et c'est ça qui me semble le plus inédit, plus que les évolutions électorales et peut-être le plus menaçant, en fait, pour la démocratie. Et je dirais qu'on est sorti très franchement avec cette séquence électorale d'un modèle parlementaire qui était encore bipolarisé. Et pour cela, je fais référence à la fois aux travaux que j'avais fait il y a longtemps avec Gérard Grimbert et qui s'appelait en 2007 et qui s'appelait La France vers le bipartisme, point d'interrogation. Mais je fais aussi référence au chapitre plus récent qui a été écrit par Florent Gougou, Tristan Guérat et Simon Persicot dans l'ouvrage Citoyens et partis après 2022 et qui ont cet argument en fait en disant on est passé d'une arène électorale qui était fondée sur une tripartition et qui n'a pas bougé, hein, mais ce qui a bougé, c'est une arène parlementaire qui est sortie de la bipolarisation et qui est entrée dans une tripolarisation. Et ça, je pense que c'est un phénomène nouveau. Et quand on avait travaillé avec Gérard Grimbert et quand eux travaillent plus récemment sur ces questions, ils mesurent comme indicateur de la bipolarisation, ils agrègent en fait le nombre de parlementaires hein, à l'Assemblée nationale des deux premiers coalitions ou partis qui sont les deux premiers dans l'arène parlementaire. Et si on a vraiment cet indicateur assez frustre, on voit que bon, jusqu'en 2012, les deux premières coalitions, elles représentaient plus de 90% des sièges. Qu'en 2017, elles représentent 83,9. Qu'en 2022, elles représentent 67,2. Et qu'aujourd'hui, en 2024, si on compte le Nouveau Front Populaire comme une coalition, elles représentent 54%. Donc c'est ce passage, disons, des années avant 2012 où c'était plus de 90% à maintenant un Parlement où les coalitions principales, les deux premières, ne font que la moitié du Parlement, qui me semble être l'entrée dans un nouveau modèle, totalement nouveau pour la Ve République et qui me semble en fait une des nouveautés, disons, de cette séquence électorale. Voilà.
La deuxième, pour moi, grande nouveauté, c'est les mouvements qui sont les mouvements au sein même du système partisan. Alors, ces mouvements, ils peuvent se traduire, on le sait depuis Sartori, par des scissions, par des fusions, par des nouvelles coalitions, par des soutiens parlementaires, par des collaborations gouvernementales. Donc, tout le système partisan, il se saisit à partir de ce type de relations entre les partis. Et il me semble que là aussi, on a des éléments qui sont des éléments nouveaux et qui sont des éléments qui peuvent être menaçants aussi pour le système politique démocratique. D'une part, il y a, comme le disait, la création d'un groupe UDR, hein, vous savez, UDR, Union des droites pour les républiques, et donc vraiment une forme de scission quand même au sein de LR, hein, qui n'avait pas existé jusqu'à présent. Alors, ce n'est pas du tout une hémorragie, hein, ça a Non. été très contenu. Ils sont 16, Mhm. hein. Mais on peut se demander s'il n'y aura pas d'autres défections individuelles. Et par exemple, les travaux de Safia Dahani ont déjà montré qu'il y avait eu, dans les périodes précédentes, des mouvements de défection individuelle et de passage de LR au Ouais. RN. Et c'est plutôt ça la forme classique, c'est des défections ou des transfuges, hein, comme elle dit, individuels. Là, on a eu un peu plus que ça, hein, donc, mais moi, je peux faire l'hypothèse qu'à mesure qu'arrivera l'échéance de l'élection présidentielle, on va avoir des défections qui seront des défections individuelles de la part de LR, donc aussi une transformation qui pourra être significative. En plus, justement, là, vous avez une organisation de réception. Ils ne passeront pas directement RN, ils auront justement ce passage par une organisation qui va les recevoir et ce sera plus facile. Et pour le moment, je n'ai pas fait un travail systématique, mais en tout cas, il me semble que le profil de ces gens qui ont fait défection jusqu'à présent et qui ont suivi Ciotti, leur profil idéologique n'est pas totalement différent de ceux que certains d'autres qui sont restés dans le parti. Donc, c'est peut-être pas, on a quand même une marge, hein, d'autres transfuges. Et jusqu'à présent, ce qu'on voit plutôt dans ces transfuges, c'est des questions de réseaux personnels et de réseaux territoriaux. Hein, sur les 16 ont suivi Ciotti, il y en a 9 qui viennent en fait du sud-est de la France. Hein, donc, dans des situations où il y a des fortes concurrences avec le RN. Et une grande partie vient aussi des régions de l'Est, que ça soit Franche-Comté, Bourgogne, Rhône-Alpes, etc. Donc on a vraiment ce mouvement-là. Donc ça, il me semble que c'est un élément qu'il faut suivre et qui est important parce qu'il va quand même transformer le format du système partisan. Et ça rompt, me semble-t-il, c'est vraiment une rupture, quoi. C'est vraiment un élément inédit. Alors, on aura peut-être l'occasion d'en reparler, mais je veux m'arrêter là. Mais en tout cas, ça rompt véritablement la manière dont s'était établie la relation entre le LR et le RN. Il y a vraiment pour moi, de ce point de vue-là, une rupture importante. Vous savez bien que jusqu'à présent, c'était le refus d'alliance Ouais. nationale et locale avec quelques exceptions, que parallèlement, il y avait un mouvement continu de cooptation des thèmes, mouvement qui ne permet pas d'opposer, comme on le fait souvent, entre le chiracisme et le sarkozysme, hein, parce que c'était plus compliqué que ça, mais qui quand même a été accentué à partir de 2007 et surtout à partir de 2010 et qui a été aussi renforcé après les mouvements de la Manif pour tous en 2012. Donc on voit bien qu'autour de 2010 et 2012, il y a eu vraiment une inflexion dans cette cooptation des thèmes qui a été très très forte. Et il y a eu parallèlement, hein, le passage d'une pratique très très flottante et très exceptionnelle de discipline républicaine à droite, qui était assez rare mais qui était quelquefois évoquée, à une rupture au contraire de refus de cette discipline républicaine. Donc je pense que ça, c'est des évolutions qui sont sur le long terme et qui me semblent absolument décisives pour le sujet qui nous occupe aujourd'hui, c'est-à-dire sur le côté de défense, disons, de la démocratie. Parce qu'on sait bien que, bon, dans les situations où il faut défendre la démocratie, ces groupes-là, ces groupes de droite modérée, sont absolument centraux, en fait, comme l'ont montré beaucoup d'études. Voilà, et je m'arrête à ce point. Merci, merci beaucoup Florence d'avoir effectivement pris la peine de sculpter, si j'ose dire, l'espace politique pour voir ce qu'il y avait de vraiment nouveau et ce qui finalement
étaient du déjà vu. Et effectivement, c'est dans cette rupture, tu prononces le mot, de la pratique républicaine des LR qu'on trouve la Mm. nouveauté la plus grande et les inquiétudes aussi viennent forcément de là. Alors on reste à droite, si j'ose dire, mais on va aller encore plus vers les extrêmes en demandant à Nona maintenant de nous dire en quoi est-ce que la montée du RN et puis ses limites aussi, hein, eh bien, contribuent à remodeler le paysage et à mettre la démocratie en péril. Nona. Merci Christophe. Bonsoir à toutes et à toutes. Moi, je vais un petit peu, Florence Séguel a planté le décor. Moi, je vais essayer de voir quel est le rôle de cet acteur, qu'est le Rassemblement national. Et je voudrais le voir un peu sous deux angles complémentaires. Quel est son rôle dans ce que j'appellerais peut-être moins une crise que les dysfonctionnements de la démocratie représentative. Et donc, je le verrai à la fois le succès électoral sans précédent du Rassemblement national dans cette séquence, cette dernière séquence électorale, est d'abord un très beau symptôme, un miroir grossissant de la crise de la démocratie représentative. Il se nourrit de cette crise. Et ça sera le premier point. Et le deuxième point, ça sera de voir dans quelle mesure il aggrave cette crise. Donc, d'abord, en tant que symptôme, alors là, je vais essayer d'ouvrir les... Oui, Parfait. oui, sauf que je voudrais à partir du début. Tu peux remonter à gauche. Voilà. Bon, avant de passer au tableau, euh, ce que ces électeurs et les électrices du Rassemblement national, ils sont un peu comme poussés à l'incandescence, le symptôme de cette crise démocratique. Ce sont eux qui sont de très loin les plus défiants à l'égard de la classe politique. Ce sont eux qui sont les plus critiques à l'égard du fonctionnement de la démocratie. Ce sont eux qui ont le plus le sentiment de n'être pas pris en compte. Ils se nourrissent de cette crise et ils témoignent de la crise des partis de gauche et de droite traditionnels sur lesquels ils mordent. Et donc, si on regarde là, vous avez confiance dans les dirigeants politiques, ça, c'est des données tirées du dernier baromètre de la Commission nationale consultative des droits de l'homme. À l'extrémité gauche, vous avez le Rassemblement national. C'est des sympathisants du Rassemblement national. Et vous voyez qu'on en est à 93% qui sont pas du tout, ou plutôt pas, confiance dans les dirigeants politiques. Et ceux qui n'ont vraiment pas du tout confiance, c'est 55%. Vous voyez que ces chiffres sont de très loin les plus marqués, les plus hauts, comparés avec ce qu'on a dans l'électorat total, où il y a 39% qui font pas du tout confiance et 79% plutôt pas et pas du tout. Donc, c'est le paroxysme. Et l'autre question qu'on avait utilisée, c'est les hommes et les femmes politiques disent rarement la vérité. Là encore, on est à 90% de gens qui sont d'accord chez au Rassemblement national et 59% tout à fait d'accord contre 77,5 et 39. Et vous voyez que cette défiance, elle est nettement plus marquée chez les sympathisants du Rassemblement national que chez la France insoumise ou que tous les autres électorats. Donc, ça, c'est le premier point. Ils illustrent très clairement la défiance à l'égard de la démocratie représentative, la défiance à l'égard des élus. Maintenant, ce qui est plus grave, c'est qu'ils aggravent cette crise. Et là, en fait, il y a plusieurs points, mais premièrement, il me semble que le rôle joué par le Rassemblement national, c'est qu'il polarise le débat sur un enjeu, l'immigration, qui est relativement périphérique pour l'ensemble de l'électorat, quoi qu'on en dise. Si on prend les craintes, on demandait dans ce sondage de la CNCDH, donc qui date de novembre dernier, on demandait les craintes pour l'avenir. L'immigration était classée première, c'était arrivé à la 10e place, et dans les trois premières craintes, elle arrivait en 8e position. C'est le pouvoir d'achat, le niveau de vie, c'est les problèmes sociaux qui arrivaient très très largement en tête. Et si on prend maintenant, on demandait quel était le problème dont vous avez tenir le plus compte au moment de voter. Là encore, vous voyez que là, c'est les électeurs et les électrices du Rassemblement national. Ce sont les seuls pour qui l'immigration vient en tête de tous les autres problèmes, 77%, hein, comparé à 48% dans l'ensemble de l'électorat. Et vous voyez que là encore, ben, on est très très loin, puisque dans le reste de l'électorat, vous avez 37% pour LR, 19% pour Ensemble et 4% pour LFI.
Donc, c'est déjà important pour remettre peut-être cet enjeu de l'immigration à sa juste place. Et un deuxième point, il y a trop d'immigrés en France. Là encore, c'est les données de la Commission nationale consultative des droits de l'homme. Et là, vous voyez en haut, c'est les sympathisants du Rassemblement national. En bas, c'est l'ensemble d'un échantillon national représentatif de la population adulte résidant en France métropolitaine. D'abord, vous voyez que ceux qui pensent et celles qui pensent qu'il y a trop d'immigrés, eh bien, il y en a moins aujourd'hui qu'en 2012-2013. On était à 75%, on est à 55%. En revanche, vous voyez qu'au niveau des sympathisants du Rassemblement national, il reste, c'est une ligne quasiment droite, ça varie entre 94 et 100%. Dans plusieurs de nos enquêtes, on a 100% de personnes qui pensent qu'il y a trop d'immigrés. Donc, ça, c'est tout ce que je vais mettre comme... j'ai été sage, je n'ai mis que 4 PowerPoint. Donc, je vais continuer avec les mains et sans slides pour attaquer le deuxième point qui me semble important, c'est que sur cet enjeu de l'immigration, le danger du Rassemblement national, et je passe cette fois-ci du côté du parti, c'est qu'il défend des positions qui sont en contradiction absolue avec les valeurs de la démocratie française, avec la Constitution, sur la préférence nationale par exemple, mais ce qui est encore plus grave, c'est qu'il déteint sur le reste de la classe politique, la droite bien sûr, mais même un tout petit peu plus largement. Je veux dire, c'est Emmanuel Macron qui a mis ce problème de l'immigration au cœur du débat politique avec la énième loi contre, et Dieu sait ce que ça va faire avec Retailleau. Mais donc, c'est cette force de contagion moins au niveau de l'électorat qu'au niveau de la classe politique qui me semble grave, et je suis sûre que Vincent Tibéri va rejaillir sur la droitisation de la droite et la droitisation de la classe politique. Un autre point qui me semble important, c'est que avec son score, même s'il a fait un score qui est moins fort que celui qu'il espérait, même s'il a envoyé moins de députés à l'Assemblée nationale qu'il n'espérait dans ce deuxième tour des législatives, ce parti est quand même arrivé à tout seul 126, maintenant 125 députés, 143 avec ses alliés, et il n'a évidemment pas la majorité, mais c'est une force de blocage. Et ça, c'est quelque chose qu'il n'avait jamais eu jusque-là, puisqu'il n'avait jamais eu autant. Et il y a quand même des phrases qui sont assez révélatrices. Je pense à leur député Guillaume Bigot qui s'amuse. Ils n'ont pas voté la censure, mais ils expliquent qu'un tweet de Marine Le Pen suffit à faire fléchir Barnier, tandis que c'était, je pense, Olivier Faure qui disait que quand Marine Le Pen tousse, c'est l'ensemble de la classe politique qui s'enrhume. Donc, voilà les points qui me semblent importants, l'effet négatif joué par le Rassemblement national et le rôle qu'il joue dans cette crise de la démocratie représentative. Mais je voudrais terminer quand même sur les limites, hein, parce que certes, il a plus de 9 millions d'électeurs dans un premier tour des législatives, plus de 30% des voix aux européennes, tout seul, hein, sans ses alliés. Jamais il n'a fait des scores pareils, mais quand on rapporte ces résultats spectaculaires aux inscrits, on s'aperçoit qu'il ne faut quand même pas surestimer la force électorale du Rassemblement national. Ça donne 19% des inscrits au premier tour des législatives. C'est un parti qui a une poussée spectaculaire, c'est des bons résultats. Il arrive premier aux législatives, même s'il arrive troisième au deuxième tour, mais ce n'est pas une majorité des Français. Le deuxième point, ce parti a lissé son image. Il suffit de regarder le sondage annuel, le baromètre d'image du RN depuis 1983-84. Il a incontestablement, il fait moins peur. Il n'empêche que dans ce deuxième tour des législatives, il y a eu un front républicain et qu'il a quand même fait beaucoup moins que ce qu'il espérait. Il espérait presque le double en nombre de députés. Donc, tout n'est pas perdu de ce côté-là. Enfin, il me semble qu'il y a des réserves de voix mobilisables, à contrario, contre le Rassemblement national. Et là, c'est sans doute aussi quelque chose sur lequel Vincent Tibéri va revenir. Mais ce qui nous frappe, nous, avec les données de la Commission nationale consultative des droits de l'homme, c'est qu'il y a un écart croissant entre ce que pense la société dans son ensemble et ce qu'exprime le corps électoral inscrit votant. Et on se retrouve dans des situations où une proportion croissante de la population ne vote pas le jour des élections. Et dans une démocratie, normalement, est inclusive. Et j'ai envie de revenir pour terminer à un papier qui était excellent de Camille Penny. Il n'a malheureusement pas pu le remettre à jour, c'est déjà ancien, c'est dans les données de 2012 avec les données de l'INSEE, mais dans lequel il nous montre très clairement
que quand on ajoute les personnes qui ne sont pas de nationalité française, les étrangers, 7-8%, quand on ajoute les non-inscrits, 6% de ceux qui pourraient aller voter, quand on ajoute les abstentionnistes constants, on se retrouve avec certaines catégories de la population dont le taux d'exclusion est massif. Il atteint 30% chez les ouvriers qualifiés de type artisanal et 39,5% chez les ouvriers non qualifiés de type artisanal. Et la précarité a augmenté ces dernières années. Le taux de pauvreté a augmenté. Et c'est là aussi chez les précaires que le non-vote est le plus marqué. Donc on est dans une démocratie partielle, dans une démocratie de plus en plus d'exclusion. Et c'est là qu'il faudrait faire porter la réflexion pour voir comment faire autrement. Et j'arrêterai là pour respecter le temps imparti. Merci. Merci beaucoup Nona et merci d'avoir braqué le projecteur sur le RN, mais d'avoir aussi élargi la focale. Tu termines par des enjeux d'une autre nature. Euh, Effectivement, la représentation politique ou la représentativité même est problématique lorsque on a des taux d'abstention aussi importants et puis aussi structurels, des groupes entiers qui sortent en quelque Oui. sorte du jeu. Ouais. Et cela, je pense que ben, justement, tu as tenu la perche à Vincent, il va la saisir maintenant parce que c'est dans le domaine de ses compétences et dans son champ d'observation actuel. Donc Vincent, voilà, tu prends le relais dans cette course de témoin, pardon, dans cette course de relais. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Très bien, ça va. Bonjour à toutes et tous. Merci à la FSP de l'invitation. Merci de me faire intervenir en même temps que Florence, Nona et Bastien. Je pense qu'effectivement, ça va se compléter. Et du coup, ça me permet effectivement d'ancrer la présentation que je souhaite vous faire, effectivement, sur la question des élections. Est-ce que ça veut dire une élection aujourd'hui? Mhm. Parce que je pense qu'un des vrais enjeux aujourd'hui, c'est que l'élection n'est clairement plus un juge de paix, hein, de l'état des forces d'un pays. Mhm. Ça a toujours été compliqué, hein, l'élection, c'était une question, Lancelot en parlait déjà. Mais de fait, aujourd'hui, on se retrouve dans une situation particulièrement bancale. Et de ce point de vue-là, ça me permet de revenir sur ce que Florence disait, c'est-à-dire que oui, il y a vraisemblablement la recréation d'un ordre électoral tripolaire, hein, et Mhm. effectivement, Pierre Martin en avait parlé, Florent le prouve, hein, dans un numéro de la FSP Mhm. récent. Et à ceci près que c'est la première fois qu'on se retrouve dans une situation où on a à la fois une forme de stabilité par en haut qui se manifeste, et dans le même temps, en fait, un nombre impressionnant d'abstentionnistes, et ces Mhm. abstentionnistes ne sont clairement pas des gens sans avis. Et donc, c'était l'objectif de la présentation que je souhaitais faire. Et donc, que je vous balance de suite. Et promis Christophe, je vais essayer de respecter le temps. Et donc, le truc que je veux vous mettre en avant, c'est cette question que j'appelle la grande démission. Et donc, je ne vais pas parler de droitisation, enfin, j'en parlerai sans doute après, mais je vais pas parler de droitisation, je vais parler effectivement de grande démission parce qu'on se retrouve dans une situation où aujourd'hui, on ne peut plus considérer que électeurs et citoyens, c'est la même chose. Fut un temps, c'était effectivement comme ça qu'on voyait des choses. C'était effectivement, les citoyens n'existaient que parce qu'ils étaient électeurs. C'était le principe de la démocratie représentative classique. Or, aujourd'hui, avec l'abstention qui progresse, et surtout l'abstention intermittente, c'est-à-dire qu'à Intermittente, ouais. certains moments, ils arrivent, à d'autres moments, ils sortent. On se rend compte qu'aujourd'hui, c'est effectivement des pans entiers de la société qui sortent, et c'est clairement plus de l'abstentionnisme sociologique à la Lancelot, Mhm. c'est clairement plus de l'abstentionnisme hors jeu à la Muxel, c'est clairement plus de l'abstentionnisme d'incompétence, c'est beaucoup plus grave que ça, et de beaucoup plus grande ampleur que ça, ce d'autant plus, et là je rejoins ce que disait Florence, c'est qu'on assiste à une forme d'amplification parce que de fait, c'est porté par le renouvellement générationnel et ce n'est Mhm. pas que le vote qui est touché, c'est aussi l'alignement gauche-droite et c'est aussi les partis. Et je vais essayer de le prouver. Alors bon, je voulais montrer que c'était l'impact des générations, mais j'ai pas le temps. Donc je vais directement dans ce graphique qui a l'avantage de partir donc de l'enquête de l'INSEE, l'enquête participation de l'INSEE de Ouais. 2022, où je vous prends le taux de vote constant par Mhm. génération, donc 1940 et avant, les boomers, Ouais, on est joli. bleu, les post-baby boomers, on est jaune, et les jeunes, ils sont rouges. Et donc, Mhm. on a le niveau d'abstentionnisme constant par niveau de diplôme, par quintile de revenu, par profession ou ancienne profession. Ouais. Et ce qu'on constate quand même de manière assez impressionnante, c'est qu'il y a une double érosion. Il y a une érosion par en bas, par les employés et les ouvriers. Et ça touche aussi désormais des gens qui sont quinquagénaires, hein. C'est une érosion par les peu diplômés, il y a une érosion par les plus pauvres, mais il y a aussi une érosion chez les cadres,
chez les diplômés du supérieur et chez les riches des jeunes générations. Et en fait, derrière, il y a deux manifestations Mm. d'abstentionnisme, deux sources d'augmentation de l'abstentionnisme. C'est une forme de rupture claire des ouvriers et des employés avec l'offre politique, mais l'ensemble de l'offre politique, c'est-à-dire RN compris. Quand le RN se proclame le premier parti ouvrier de France, c'est pas faux, mais c'est parmi les Mm. ouvriers qui votent. Et aux Oui, dernières législatives, on a 47% d'ouvriers qui ne se sont pas déplacés. Donc en fait, le RN des ouvriers, enfin les ouvriers du RN, c'est un quart des oui, catégories ouvrières. Donc, il oui, faut quand même bien avoir en tête ce que ça veut dire. Ce d'autant plus que ces ouvriers et ces employés, ces pauvres, ces peu diplômés qui ne votent pas ont des préférences. Et on les mm, mesure dans les enquêtes régulièrement, notamment en termes socio-économiques. Alors, effectivement, il y a aussi des ouvriers, des employés conservateurs d'un point de vue culturel, mais le socio-économique reste là et ils sont en demande de redistribution. Mais du côté des cadres, mm, des plus diplômés, des plus riches, là, c'est clairement l'élection comme remise de soi à des élus qui est interrogée. C'est désormais en fait un vrai problème de lien à l'offre politique. Et mm, ce problème de lien à l'offre politique, ça n'empêche pas de participer, mais de participer autrement et de surtout pas se sentir lié par le vote et par le choix des urnes quand il va s'agir de protester, de manifester, de pétitionner. mm. Autre point, et qui, donc, du coup, si vous pouvez vous souvenir, du coup, il y a un effet du renouvellement Bien générationnel. sûr. Plus une génération est récente, plus désormais, il y a un abstentionnisme intermittent. Mais au sein des jeunes générations, on voit décrocher à la fois les diplômés du supérieur et les diplômés et les catégories populaires. Là, c'est le placement gauche-droite mesuré Mm, par les oui, eurobaromètres. Et ce qui frappe, c'est pas la droitisation, hein. La droite, en fin de courbe, oui, est tout oui, aussi faible que la gauche. Ce qui marque, c'est le décrochage, c'est le fait de ne plus se placer et à gauche et à droite. Et le truc très frappant, c'est que là, on retrouve exactement les mêmes phénomènes, c'est-à-dire les jeunes générations, les diplômés, mais également les ouvriers, les employés. C'est particulièrement visible là, hein, l'explosion du non-placement chez les employés et professions intermédiaires ou chez les ouvriers. Aujourd'hui, la seule classe sociale, le seul groupe professionnel qui reste aligné politiquement, ce sont les cadres. Alors pour l'instant sur la gauche, oui, mais ce qu'on constate quand même, et chez les professions intermédiaires et les employés, et chez les ouvriers, c'est que l'érosion de la gauche ne correspond pas à une droitisation. mm, Ça correspond clairement à une logique de sortir du jeu. Et ça ne veut pas dire qu'on en a fini avec le clivage gauche-droite, non, parce que quand on demande aux gens de placer des candidats, ils le font super bien. ouais. Et en décembre 2021, on est sur l'ensemble des candidats à la présidentielle. On demande aux gens de les placer sur un axe gauche-droite en 10 positions, ce qui n'est pas rien. Et on apprend comme ça que Emmanuel Macron est de droite. Voilà, d'un point de vue électoral, est de droite. Et du point de vue des individus, Marine Le Pen et Éric Zemmour sont d'extrême droite. Voilà, les choses sont claires, sont simples, sont faciles. Vous pourriez me dire, oui, mais l'axe gauche-droite, la gauche, la droite, c'est du vieux monde. OK, eh bien, on va regarder le lien partisan. Et donc là, on est Oui, sur le fait que les gens se déclarent proches d'un parti dans les différentes European Social Survey. On est désormais à près pas loin de 60% de 100 partis dans la population française. Dans un échantillon classique français où on demande de quel parti vous vous sentez proche ou disons le moins éloigné, on est entre 40 et 50% de 100 partis. C'est désormais un groupe énorme qu'on ne prend pas en compte alors même qu'il nous raconte quelque chose oui, d'essentiel. Quand j'ai commencé ma carrière dans les années 90, effectivement, à la fin des années 90, les 100 partis, c'était du bruit statistique. Désormais, c'est le groupe modal. Et ce qui est assez frappant, c'est qu'effectivement, il y a encore il y a encore des gens alignés hein, sur le PS, sur l'UMP, LR, le MoDem, LREM, le FN, RN, etc. Mais ce qu'on constate, c'est que on est très très loin de la France vers le bipartisme du temps de Florence et Gérard. Effectivement, il y a eu un moment où il y avait les deux partis principaux étaient les partis principaux. Mais progressivement, tout s'érode, y compris les partis censés renouveler l'histoire, c'est-à-dire LREM, les Verts, la LFI euh, ou le Rassemblement national. On se retrouve dans une situation où désormais les partis in the electorate, ça existe, mais ça n'a jamais été aussi faible. Alors ça peut être suffisant pour avoir l'impression qu'on parle au nom de quelque chose hein, quand on est Bruno Retailleau. Mais il n'empêche que très clairement, aujourd'hui, ce qui est vraiment frappant et inquiétant, c'est ceux qui ne sont plus là. Et quand on essaye de le réexpliquer par le niveau d'éducation, par la génération, par les groupes professionnels, on retrouve de nouveau la même chose. Le décrochage du parti, c'est les jeunes générations, c'est les diplômés et c'est les ouvriers et les employés. Et donc ça touche bien au-delà de ce qu'on
Mm. de ce qu'on avait en tête quand on réfléchissait en termes de paradigme de la domination à la Daniel Gaxi et Pierre Bourdieu. Là, désormais, ça prend une ampleur qu'on a rarement vue. Mm. Et le seul truc qui reste, euh, c'est effectivement, les gens savent très bien par contre Négatif. contre qui ils sont. Et c'est ce que montrent les données de la CNCDH de novembre 2023, que certains ont déjà vues à Grenoble, hein. Mais rappelons-nous que désormais, ben, les partis, c'est pas grand-chose, c'est toutes les zones vertes, c'est-à-dire Mhm. les gens, pour quel parti vous pourriez voter, c'est ceux qui mettent de 8 à 10 Beatles. sur 10 dans la probabilité de voter. Le rouge, c'est tous ceux qui excluent. Et désormais, ce qui marque, c'est d'abord et avant tout d'être contre et pas d'être pour. Et là, c'est vraisemblablement Joli. encore un clou dans l'idée que les élections pourraient résoudre le problème et permettre de dégager des majorités. Voilà, je m'arrête là. J'ai tenu le Super. Merci beaucoup, Vincent. On a effectivement vu les partis sous l'angle de leur stratégie d'alliance, de coalition, et puis les partis sous l'angle sociologique, hein, sous l'angle de leurs électeurs ou de ceux qui ne votent pas, de ceux qui s'y identifient ou, et c'est ceux qui sont de plus en plus nombreux, qui ne s'y identifient pas. On va maintenant demander à Bastien comment est-ce que ces évolutions que vous venez de décrire tous les trois, eh bien, retentissent sur les institutions. Et quelle Merci. république on a et on aura dans un contexte comme celui-ci. Là, c'est aux constitutionnalistes que l'on s'adresse. Merci, merci Christophe. Euh, alors, moi, je voudrais faire deux observations liminaires. D'abord, pour dire que je suis un peu désolé, je vais arriver avec moins de certitude que mes collègues, parce que je crois qu'il est quand même un peu tôt là pour prendre la mesure des effets sur les institutions de la séquence qu'on vient de vivre. C'est effectivement une configuration très inédite. Oui. Et en tant que politiste, évidemment, je suis ça avec une grande curiosité. J'ai un petit indicateur, mais qui est vraiment pas du même niveau que mes collègues, hein. C'est que depuis 2022, quand même, je vois que chaque année, je dois mettre à jour mon cours de plus en Mm. plus. Et là, la rentrée, je sais que je vais avoir beaucoup de boulot parce que, franchement, on découvre des choses. Voilà, Alors, évidemment, pour les étudiants, c'est plutôt sympa, hein. Mais voilà. Bon, donc on est effectivement dans une configuration inédite, on ne sait pas très bien où on va. Reste que la Ve République, elle a quand même été conçue à l'origine pour fonctionner dans des configurations d'instabilité politique. Elle a été pensée Mm. pour ça, Pour ça. et principalement pour ça. Et donc, on pourrait dire que pour le moment, on n'est pas encore au bord de l'effondrement. C'est assez fascinant, hein, d'observer la façon dont des choses auxquelles personne n'avait pensé, tout d'un coup, réémergent et les constitutionnalistes ont énormément d'imagination, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Mais, parce qu'il y a un mais à ça, en réalité, c'est assez difficile de dire ce que c'est que la Ve République. Ça, c'est un vrai problème pour les gens qui Mm. travaillent sur les institutions, parce que on vit, alors depuis très longtemps, depuis des décennies, hein, on vit avec deux Ve Républiques. On a la Ve République de la Constitution, puis la Ve République de la pratique. Mm. Et ces deux Ve Républiques parfois se rejoignent, mais sont la plupart du temps très éloignées, sont même souvent contradictoires. Et même si pour nous, il y a une vraie Ve République. Hein, il y a une vraie Ve République qui est celle issue de la pratique et qui, au terme d'une très lente sédimentation historique, est devenue comme une seconde nature de nos institutions. La Ve République, pour nous, bah, c'est pour nous tous, hein. C'est celle dans laquelle le président de la République a accaparé le pouvoir gouvernant. Et cette Ve République-là, en réalité, elle n'est pas vraiment discutée, elle n'est presque même pas discutable. C'est-à-dire, c'est la réalité, c'est cette réalité qui ordonne l'ensemble des stratégies, Mm. qui ordonne l'ensemble des commentaires. Et cette réalité, en réalité, elle va très profondément, hein. C'est-à-dire qu'on pourrait montrer à travers de la jurisprudence du Conseil constitutionnel ou même de la jurisprudence du Conseil d'État comment il y a une réinterprétation, sans jamais le dire, du texte de la Constitution pour s'adapter en réalité à cette configuration-là qui est devenue pour nous la configuration naturelle. Cette Ve République-là, celle qui est la réelle pour nous, celle qui s'est affranchie du texte, celle qui se concentre sur le rôle présidentiel, cette Ve République-là, en fait, elle est entièrement indexée à quelque chose, elle est entièrement indexée à un résultat électoral devenu routinier qu'on a appelé le fait majoritaire.
C'est ça, la Cinquième République que nous vivons. Nous l'oublions la plupart du temps. La question ne se pose pas. Le président de la République a une majorité. Et d'ailleurs, l'inversion du calendrier électoral, etc., c'était fait pour ça. Et il y a un effet, effectivement, il y a un effet que les spécialistes d'analyse électorale montrent bien. Il y a un effet d'entraînement de l'élection présidentielle sur l'élection, les élections législatives qui suivent. Alors évidemment, quand ce fait majoritaire disparaît, et en écoutant notamment Vincent, je me disais que, euh, alors j'affaire peut-être trop rapidement de ce qu'il vient de nous dire, mais je pense que c'est parti pour disparaître pendant longtemps. Lorsque ce fait majoritaire disparaît, eh bien, on est tous un peu perdus. On Ouais. est même dans une sorte d'état de sidération. Moi, ce qui m'a frappé dans la séquence, là, c'est qu'on était tous sidérés, on cherchait à quoi se raccrocher. Bon, moi, j'étais... alors, parce que depuis maintenant plusieurs mois, les constitutionnalistes sont devenus des gens importants, donc on a plein d'appels, plein de journalistes, etc., bon, qui nous demandent plein de choses, des choses assez élémentaires, jadis, mais en fait, on a bien du mal à leur répondre, parce que ce rôle présidentiel qui était jadis l'aiguille incontestée de la boussole politique, bon, eh bien, on ne comprend plus très bien même à quoi il sert, on se demande même si ça ne serait pas un obstacle. Et on est dans une sorte d'entre-deux bizarre actuellement, hein. C'est-à-dire on est quand même de la Cinquième République, d'ailleurs on le voit, hein, c'est-à-dire tout le monde se projette à l'horizon de la prochaine élection présidentielle. Donc ça, c'est quand même le signe qu'on est toujours sous la Cinquième République. Ouais. Mais pour le moment, on ne sait pas vraiment où on est. On est dans une chose un peu bizarre, alors qui est extrêmement intéressante à analyser, hein. Je veux dire, tout ce qui se passe actuellement, les discussions parlant, mais aussi la composition du gouvernement, les décrets, enfin, voilà, il y a beaucoup de travail et c'est tout à fait passionnant. Mais là, on est dans quelque chose où on ne sait plus très bien où on est. Et donc là, pour le moment, c'est difficile de répondre vraiment à la question, sauf à dire que je ne pense pas on n'est pas encore arrivé dans une situation vraiment critique, hein, du point de vue des institutions. Alors, La deuxième observation, c'est que je crois que si on veut comprendre la situation actuelle, il faut regarder cette situation sur un temps un peu plus long. Il me semble que depuis l'instauration du quinquennat, il y a une difficulté, alors je pourrais développer, mais il y a une difficulté à calibrer le rôle présidentiel. Alors même que le président de la République, ça c'est assez fascinant, par toute une série de moyens parfois extrêmement inventifs, resserre de plus en plus fortement son emprise sur le Premier ministre et de façon plus générale sur l'appareil d'État. C'est assez fascinant depuis Sarkozy, y compris Hollande et évidemment Macron, la façon dont le président de la République accapare vraiment beaucoup plus largement qu'avant le pouvoir gouvernant, avec alors avec ces hésitations, hein, qui me semblent très significatives. Est-ce que le président doit être un hyper-président, un président normal, un Jupiter, etc. Enfin, voilà, et il y a Nicolas Rousselier qui a une très jolie expression pour parler de ça. Il parle d'un président encombré de sa force. Je crois effectivement que là, c'est quelque chose qu'on observe. Et puis, parallèlement, il revient quelque chose qui s'était très fortement estompé après le ralliement de la gauche à la Ve République au cours des années 70-80, c'est-à-dire ce qui était accepté, le fait que le président de la République puisse utiliser de tous les moyens à sa disposition pour imposer sa volonté, eh bien ça devient de plus en plus l'expression d'une forme exacerbée d'autoritarisme, voire de brutalité. Ça devient une atteinte insupportable à la démocratie. On l'a bien vu au moment de l'usage du 49.3, hein, lors de la précédente législature. Moi, j'ai été vraiment très, très surpris, hein. Alors, ça avait commencé en fait sous Hollande, hein, les usages du 49.3 sous Hollande, puisque j'enseigne du droit constitutionnel depuis 1985. Donc, je fais chaque année le 49.3. Bon. Et là, j'ai une révolte dans mon amphi. On m'a dit, mais c'est antidémocratique, c'est affreux, gna gna. Enfin voilà. Et j'ai eu un peu de mal à comprendre, moi. Voilà, bon. Mais oui, il y a des choses qui deviennent insupportables. Bon. Euh, il y a même des choses, ça aussi c'est assez intéressant, qui n'étaient jamais discutées par les commentateurs. Par exemple, le problème démocratique de l'irresponsabilité du président de la République, là tout d'un coup, alors qu'il ne se posait pas parce qu'il y avait le fait majoritaire, ça se passait comme ça. Après tout, il y avait une majorité qui soutenait le président, la question ne se posait pas. Bon. Et voilà, cette question commence à réémerger dans le débat, donc on commence à se poser la question de savoir, mais quand même, c'est incroyable que quelqu'un qui ait autant de pouvoir, finalement, soit hors d'atteinte de tout.
hein, décide tout seul, etc. Et là, évidemment, la séquence a été très illustrative de ce point de vue-là. Et donc, en fait, la période actuelle, elle me semble exacerber à travers la figure présidentielle ce sentiment de brutalisation de la vie politique par les institutions. Moi, j'ai l'impression que c'est ça qui ressort. Euh, Arnaud Montebourg parlait un peu dans le vide, mais au début des années 2000, d'une machine à trahir. Et je crois que pour beaucoup de nos concitoyens, nous y sommes dans la machine à trahir. Euh, euh, et peut-être même, si on prend un petit peu de hauteur, on pourrait considérer que tout ça, finalement, c'est que l'enregistrement d'un décalage croissant entre une conception du pouvoir qui enfermée dans nos institutions, une conception très centralisée, verticale, caporaliste, et puis ce qu'est devenue la société La française société, des 20 ou ces 30 dernières années. Si ce que je dis n'est pas tout à fait faux, euh, ça veut dire qu'on a quand même un problème sérieux avec le oui, président de la République, de la Ve République, issu de la pratique. Hein, voilà, bon. On n'a pas de problème avec le président de la République du texte de 58. On a un problème avec ce président de la République-là qui a vraiment accaparé l'ensemble du pouvoir gouvernant, et beaucoup plus profondément d'ailleurs que ce qu'en disent souvent les commentateurs. Euh, euh, et là, alors évidemment, il y a un problème démocratique, mais il y a aussi un problème, il y a une sorte de verrou présidentiel pour, euh, pour sortir de la situation actuelle. C'est-à-dire que, et on l'a bien vu là, hein, la période où on a un président de la République qui, en vertu de l'article 8 de la Constitution, c'est lui qui choisit Premier ministre, alors même que, et il n'y a pas d'autre issue, il n'y a pas d'autre possibilité, il est devenu ce personnage autour qui fait, enfin, où rien ne se règle sans lui. Alors évidemment, ce président qui est en plus très faible, qui n'a plus l'arme de la dissolution, etc., qui n'a plus les armes de sortie de crise habituelles, euh, oui, euh, euh, ben, il n'est pas capable de faire ça. Donc on est dans quelque chose de très bizarre, hein. C'est c'est très difficile à décrire. Est-ce qu'on va pouvoir rester longtemps dans cette situation? À vrai dire, je ne crois pas. Mais en même temps, je vois pas d'issue. Et je ne vois pas de scénario crédible qui permettrait, moyen terme, de réparer ça. Donc, on risque effectivement quelque chose qui serait une très grande dévaluation du rôle présidentiel, ou en tout cas de ce qu'on projetait dans ce rôle, et qui était central pour notre façon de penser le système politique. Euh, et en face, quoi, on ne sait pas bien. Voilà. Merci beaucoup, Bastien, d'avoir balisé ce terrain constitutionnel avec beaucoup de circonspection. On oui, sent en t'écoutant combien faire des pronostics devient difficile et même l'analyse oui, du temps présent est elle-même très difficile. Alors, il est presque 18 heures et on va inviter tous ceux qui nous suivent à poser leurs questions dans la boîte, si j'ose dire, destinée à cet effet ou conçue à cet effet. Mais j'aimerais en profiter pour refaire un tour de table, si j'ose dire, ou un tour d'écran, parce que le diagnostic, il est difficile à faire, on le voit bien. Sortir de cette situation, comme le dit Bastien, est tout sauf évident. Quels seraient les scénarios pour les uns, pour les autres? Quels seraient les remèdes? On parle de retravailler le mode de scrutin. Enfin, quels seraient, si vous aviez à vous mouiller, si j'ose dire, hein, euh, le, le, le type d'évolution que vous pourriez anticiper. Et puis une question subsidiaire euh, qui relève là de la culture politique dont on a assez peu parlé. J'entends bien que le mot de droitisation ne s'applique pas à l'électorat, les courbes de Vincent le montrent. Quand on entend quand même une remise en cause de l'état de droit comme n'étant pas sacro-saint, est-ce qu'on n'a pas le curseur qui bouge, le curseur qui se déplace quand même vers... alors, c'est plus que la droite, c'est l'extrême droite, mais c'est un homme qui est issu de la droite, hein, quand même, qui les dit ces mots-là. Alors, comment est-ce qu'on interprète ça du point de vue justement de la défense de la démocratie? Voilà, que les uns et les autres, d'une manière un peu informelle, comme vous le sentez, euh, disent ce qu'ils voudraient ajouter. Et puis j'invite encore une fois tous ceux qui ont une question, ou deux même, à la poser dans le chat.
qui veut rebondir sur tout ce qui vient de se dire? Florence, on repart dans le sens des aiguilles d'une Ouais, montre? ouais, Peut-être, bon, moi je ne suis pas une spécialiste, mais moi ce qui me semble sur un point que tu as évoqué, c'est la question de comment s'en sortir des réformes et la question du mode de scrutin. Euh, je ne suis pas une spécialiste non plus de ça, mais moi ce qui me frappe, c'est quand même que on a eu une modification totale du système Hmm. avec le même mode de scrutin. Alors Oui. ça a mis beaucoup de temps, mm, donc c'est sûr que ça a mis un certain temps, mais en tout cas, il me semble que ça remet un petit peu en cause le fait qu'il y a vraiment des effets directs d'un mode de scrutin sur une configuration partisane, électorale, etc. Et que Hmm. la force, en fait, de ces modifications, de ces dynamiques ancrées, je suis d'accord avec Vincent et avec Bastien, dans- ancrées dans des transformations sociales fait que bon, pourquoi pas changer de mode de scrutin, mais ça me paraît pas l'élément qui vraiment permettra de bouleverser les choses. En revanche, ce que je pense à la suite de ce que disait Bastien, c'est que la figure du président de la République fait que tous ces mouvements que l'on voit se dérouler dans d'autres pays, parce qu'on ouais, n'a pas parlé de ça, mais je veux dire, ouais, c'est partout pareil. c'est pas exceptionnel à la France. Hmm. Et donc, bon, il y a des partis qui échappent aux institutions, disons, euh, mais en revanche, ils sont souvent accentués par le régime présidentiel français. Voilà. Et donc, je pense que c'est plus de l'ordre de l'amplification en fait de Mm, phénomènes qui existent ailleurs. Et bon, ça c'est sur le premier point. Et donc moi, je pense que c'est quand même ça qui est bon, tu disais le verrou, mais en tout cas le problème quoi, qui est au milieu de la pièce pour le cas français. Et si on parle institution, quoi, je veux Hmm. dire, ça c'est Oui. l'élément. Après, la question de la droitisation, moi je pense que bon, elle est réelle, bon, c'est ce qui a été dit, hein, donc c'est pas nouveau du point de vue des dirigeants politiques. Elle est absolument réelle, elle est mesurée, c'est-à-dire cet effet de contagion mm, est, euh, est réel et je pense que c'est un mouvement qui est aussi international. C'est-à-dire que il faut pas non plus remettre en cause la ouais, circulation aussi certaines manières de penser. Alors, pas toujours de la circulation directe, hein, mais je veux dire, sur un certain nombre d'acteurs politiques. Et en particulier, bah, moi, pour ce que je connais, ce que j'avais un peu plus, c'est la droite dite classique LR. De fait, si on voit comment ils produisaient leur idéologie, et c'est Émilien Warvial qui a travaillé sur ça et qui va soutenir sa thèse, en fait, il y avait une porosité avec certains groupes de journalistes, essayistes, idéologues, qui était très très forte. Hein, donc, je pense que ça, la circulation, qui eux-mêmes pouvaient être liés à des think tanks au niveau européen, international, etc. Donc, cette droitisation, elle existe, elle a des circuits, elle a bien évidemment des médias, elle a des associations, des think tanks, que ça soit bon, sur les questions du genre, ça a pas mal été travaillé, ça, etc. Et voilà. Et donc, elle est profonde en fait. Elle est assez profonde. Je pense qu'elle n'est pas. Oui. Et tu cites les médias et nous avons consacré un webinaire juste avant l'été à ce que la montée de Bolloré pouvait représenter mm, pour la droitisation en question. Et effectivement, ça fait partie du paysage. Il faut effectivement mettre ça dans le jeu. Tu as bien sûr tout à fait raison. mm. Je vois que Vincent est aussi... Je peux répondre, mais d'abord, c'était Anona, peut-être, non? Oui, alors non, 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 pardon, dans l'ordre. T'as raison, c'est non, vrai. non, enfin, l'ordre n'a pas de sens parce que je pense qu'on est assez complémentaires. Moi, j'ai pas de solution à clé en main, sinon il y a longtemps que si on avait des solutions, que tous ces problèmes seraient résolus. Mais il me semble qu'il faut partir des mots qu'on a soulignés tout à l'heure. D'abord, il faudrait
trouver un moyen de prendre en compte quelles sont les préoccupations premières, et ce n'est pas l'immigration, c'est-à-dire revenir sur ces problèmes du pouvoir d'achat, revenir sur le problème du respect pour le travail, tout un tas de choses qui sont même chez les gens du Rassemblement national qui sont là derrière. C'est l'idée on ne me respecte pas. Ce que je fais n'est pas respecté. Donc, trouver quelque chose pour lutter contre l'exclusion sociale. On en avait parlé un petit peu au moment du Covid. On avait dit, je dirais, il faudrait quand même repenser tous ces gens en bas de la société qui ont fait des tas de choses pour nous. Et puis, on a oublié quand le Covid était parti. Mais il y a quelque chose à faire au niveau du travail et au niveau du social. C'est la première chose qu'il faudrait faire. De la même manière, il faut se battre pour arriver, et si Cécile Braconnier était là, ou Jean-Yves Dormagin, jouer sur arriver à lutter contre l'abstention, et ils mettent toujours en avant la non-inscription et la mal-inscription. Il y a des pays où c'est beaucoup plus facile d'aller voter. On reçoit, même quand on déménage, on reçoit sa carte d'électeur ou d'électrice par la poste. Donc, ça ne suffit pas. Mais si on n'a pas envie de voter parce qu'on n'aime pas l'offre politique, ça ne fera pas voter. Mais c'est tout un tas de petites choses qui permettraient de retricoter un tout petit peu du lien social. Et puis, il faudrait révitaliser la démocratie locale, hein, ce qui est là aussi plus vite dit que fait. Et puis, il faudrait arriver à trouver comment revitaliser les partis politiques. Et ça, c'est plutôt vers Florence que je me tourne, comme on fait depuis longtemps. Parce que ce n'est pas en permettant aux gens d'adhérer par un clic sur Internet qu'on va revitaliser les partis et leur fonction de trait d'union entre l'électorat et le gouvernement. Donc, voilà des pistes, mais Hmm. je n'ai pas de solution. Et peut-être tout bêtement, je pense encore aux enquêtes de la Commission nationale consultative des droits de l'homme. Il y a une majorité aujourd'hui en France pour donner le droit de vote aux étrangers pour les élections locales. Ça aussi, ça ferait partie des choses qu'on pourrait faire. Évidemment, ça va radicalement à l'encontre d'une classe politique influencée par le Rassemblement national, mais c'est quand même des choses qui pourraient permettre que quand il y a une élection, vous n'ayez pas des communes où les trois quarts de la population ne va pas voter, soit parce Hmm. qu'elle ne peut pas, soit parce qu'elle ne veut pas. Merci, Léonard. Vincent. Oui, alors plein de choses à dire, hein, effectivement, mais ouais, et c'est pas simple la question que tu nous poses et des pistes. Mais typiquement, la question du mode de scrutin, la question de rendre plus intéressant le vote, permettre une Oui, meilleure inscription, ça suffit pas dès lors non. on a ces institutions et ce modèle, je pense. C'est-à-dire Hmm. que un des problèmes aujourd'hui du vote en France, c'est que c'est voter pour s'en remettre à un candidat. Et Mm. donc, on reste dans cette fiction de la démocratie représentative, dans le sens de démocratie des élus, et pas forcément représentativité. Donc, c'est un vrai souci de ce point de vue-là. C'est-à-dire qu'à aucun moment, on brise cette idée qu'on s'en remet à d'autres, à des gens qui savent, Mm. à ceux d'en haut. Et Ouais. on est en plus clairement dans une classe politique qui continue à avoir cette vision élitiste des choses. Oui. Mm. C'est-à-dire Oui. que regarder par en haut, considérer que les citoyens, il faut s'en méfier, y compris lorsqu'on fait un référendum. Et on voit bien quelque part, on le sentait, on l'entendait sur le discours à l'endroit des électeurs du Rassemblement national, on l'entend à l'endroit des abstentionnistes, on l'entend maintenant à l'endroit des bobos qui votent pas. Mais en fait, c'est parce que derrière, on est face à un système qui a vraiment beaucoup de mal à accepter que les citoyens ne sont pas que des électeurs. Alors, ça ne veut pas dire qu'ils veulent être ils veulent être des citoyens à temps plein. C'est bien sûr plus Non. compliqué que ça. Mais on voit bien que dans d'autres pays, je pense à la Belgique, il y a désormais des innovations démocratiques où on fait Mm. travailler ensemble des élus et des citoyens de manière régulière au niveau des parlements. On fait des conventions citoyennes qui débouchent sur quelque chose en Irlande. Enfin, il y a quand même une Ouais, inventivité démocratique ailleurs qui permet d'éviter ce dialogue de sourds en plus avec des institutions qui sont clairement verticalisées et, comme ouais. le disait Bastien, centrées désormais sur un président qui peut trop, quoi. Il ne faut pas oublier Mm. que, voilà, même si Trump est réélu, il y aura des contre-pouvoirs. En France, les contre-pouvoirs, mais si Marine Le Pen Ah, arrive au pouvoir, j'ai un gros doute, hein, vu les institutions et vu justement cette possibilité d'un fait majoritaire. Hmm. Donc, on est là effectivement dans un moment vraiment important, ce d'autant plus que la démocratie, c'est pas simplement les citoyens, c'est pas simplement la possibilité que ces citoyens participent, c'est aussi effectivement des contre-pouvoirs, une culture démocratique, de remise en question du pouvoir politique, de débat, etc. Et c'est ça que je trouve particulièrement inquiétant quand on a un Bruno Retailleau, alors issu quand même d'une partie particulière de la droite, hein, ouais. il a été piliériste il y a 20 ans, donc ça nous explique un certain nombre de choses. Mais
Mais mine de rien, c'est quand même rapide, cette possibilité, quelque part, d'abdiquer même la limite qu'on s'impose à soi-même dans l'exercice de son propre pouvoir. Hein, et donc, c'est très troublant, parce que là, Montesquieu doit se retourner, se retourner dans sa tombe, quoi. Voilà. Donc, on est dans un moment vraiment compliqué, ce d'autant plus que, clairement, on sait contre quoi les gens semblent être, mais par contre, les travaux de Camille Bedogue, de Mm. Jean-Benoît Pillet en Belgique nous montrent qu'ils ne savent pas non plus, ils ne sont pas très, très au clair sur est-ce qu'ils veulent plus de référendums, est-ce qu'ils veulent du tirage au sort, etc. Mais au minimum, si on réouvrait la boîte, peut-être qu'au moins on aurait des débats intéressants sur ça. Mm. Merci. Un mot, Bastien, avant qu'on donne Ouais. la parole, si j'ose dire, au... Alors, bah, sur état de droit, parce que tu as évoqué la question de l'état Oui, de droit, bon, Ouais. bon, il se trouve que moi, je travaille, je fais travailler mes étudiants sur les réformes constitutionnelles déposées par les parlementaires, etc. Bon. Et c'est quand même c'est assez sidérant ce que propose LR. Hein. Il y a une Oui. proposition de réforme constitutionnelle sur l'immigration, oui, je dois dire, qui a été déposée au Sénat et à l'Assemblée Et à nationale, l'Assemblée nationale. qui est absolument sidérante du point de vue Mm. constitutionnel. Hein. C'est-à-dire qu'on fait péter mais vraiment toute une série de choses, Oui. y compris en écrivant noir sur blanc que telle ou telle chose ne relève pas de la compétence du Conseil constitutionnel. Bon. Non, mais Mm. c'est énorme. Hein. C'est-à-dire que ce qui est en jeu est énorme. Et en plus, c'est quand même le décalque des propositions de Marine Le Pen lors de la Oui, dernière élection absolument. présidentielle. Donc là, il y a quelque chose là Contagieux. vraiment très sidérant. Je dois dire, avant de travailler là-dessus, je n'avais pas pris la mesure. Mais depuis que j'ai travaillé sur ce sujet-là, que j'ai vraiment décortiqué tout ce que, enfin, on a décortiqué ensemble tout ce que ça voulait dire, c'est assez inquiétant. Hein. C'est-à-dire que ce n'est pas Oui. simplement l'état de droit comme ça, voilà, dans la discussion. Il y a des propositions de révision constitutionnelle qui sont prêtes. Elles sont prêtes d'ailleurs, pourquoi? Parce qu'ils savent très bien ce qu'ils veulent faire sur l'immigration, ce n'est pas possible actuellement. Oui. Ils le savent. Je veux dire, tout ce qu'ils Ça, avaient oui. rajouté au Sénat au moment Mm. de la loi Macron, la loi Darmanin, je veux dire, ils savaient très bien que c'était Ouais. inconstitutionnel. Bon. Et donc, il faut changer la Constitution. Mais ils l'ont préparé, ils s'étaient anticipé, c'était avant même la loi Darmanin. Donc, il y a quand même la diffusion de quelque chose qui est quand même assez Mm. inquiétant, qui passe un peu sous les radars, hein, parce qu'il y a eu des Mm. discussions sur l'état de droit, qu'est-ce que ça veut dire, chacun donnait sa définition, mais en réalité, il y a des textes qui sont prêts, hein, Oui. qui sont problématiques. Oui. Deuxième chose, moi, sur la question du mode de scrutin, en fait, moi, ce qui m'inquiète, c'est euh, il est vraisemblable qu'on ait une dissolution de l'Assemblée nationale l'été prochain, on va dire. Oui. Euh, mais avec quel mode de scrutin? Mm. C'est ça qui me dérange, parce qu'avec le même mode de scrutin, je pense que là, je ne sais pas ce qui va se passer, on ne sait pas, hein, mais Non. ça risque de dégoûter la terre entière. Hein. Je ne suis pas sûr que le Front républicain, ça va continuer à marcher. Il y a un moment Non. donné, il y a des limites quand même. Hein, Mm. Et donc, c'est pour ça que moi, alors, j'ai bien entendu ce que tu disais, Florence, Mhm. mais moi, je suis quand même, moi, je pense, si on pouvait mettre un mode de scrutin proportionnel très proportionnalisant, au moins, il y aurait peut-être un résultat beaucoup plus clair. Ouais. Il y aurait peut-être même un petit effet institutionnel, c'est-à-dire que le président de la République ne serait plus vraiment dans la position de pouvoir nommer comme ça un peu n'importe qui, parce que en réalité, la logique du scrutin proportionnel, c'est que bah, c'est les groupes, enfin, en fonction des résultats, il y a des négociations qui s'engagent ou pas, enfin, qui s'engagent pour essayer de construire une coalition de gouvernement. Bon. Et je remarque en plus que dans tous les pays de l'Union européenne où il y a la proportionnelle, même quand il y a un président de la République, parce qu'ils sont quand même 14 élus au suffrage Oui. universel direct, même quand ils ont des pouvoirs très importants, ils n'arrivent jamais, ils ne peuvent pas faire ce que fait le président français, c'est pas Oui. possible. Bon. Mm. Donc, je ne suis pas en train de dire que la proportionnelle, ça va sauver le monde, hein. Non. Mais là, pour le mois de juin prochain, si on pouvait l'avoir, Mm. je serais en tant que citoyen un peu rassuré. Je me dirais, on ne va pas recommencer le cirque qu'on a vécu là. Oui. Dernier point, tu disais il faut se mouiller. Moi, je suis très sensible à tout ce que dit Vincent, je suis tout à fait d'accord avec tout ce qu'il dit de la rénovation, vraiment au fond de la démocratie, en fait, en réalité, hein, de Oui. la façon de penser la représentation. Euh, je crois que c'est peut-être le moment d'essayer de le faire, c'est-à-dire que Oui. euh, euh, il n'y aura pas le grand soir là. Hein.
Alors, il y a certains qui rêvent d'une constituante autoproclamée, etc. Bon, moi, chaque fois qu'ils me disent ça, je leur dis, faites gaffe, parce que si vous faites ça, quand l'extrême droite sera au pouvoir, on va faire exactement la même Oui, chose. Et, voilà. Donc, il ne faut pas toucher à l'état de droit, justement. Bon. Mais en revanche, on peut essayer de mettre en place un dispositif un peu doux. Moi, je rêve, hein, bon, une sorte de dispositif un peu doux, avec toutes les techniques qu'on connaît, les conventions citoyennes, enfin, tout ce qu'on veut, bon, oui, sur une très longue durée en disant aux gens, non pas écrivez une constitution, parce qu'il ne faut peut-être pas exagérer, mais euh, définissez les grands principes qui doivent organiser la démocratie du XXIe siècle. Euh, euh, je pense que ce qui est très important aujourd'hui pour remettre de la confiance, c'est faire confiance. oui, Je pense que ça serait un acte très fort consistant à faire confiance aux gens en disant, ben voilà, on remet, on construit un grand chantier de rénovation démocratique. Alors il y a bien un moment, après, ça devra réatterrir dans les formes constitutionnelles de la discussion, mais je pense que ça serait peut-être susceptible de mettre une dynamique, d'obliger les gens à rentrer dans cette discussion. Pour le moment, franchement, la discussion institutionnelle à gauche, elle est quand même d'une faiblesse, mais terrifiante. Franchement, c'est terrifiant. Je le dis parce que c'est vrai que j'ai participé à ça, hein. Je crois que c'est Christophe qui le rappelait. Bon, j'ai été un des papas de Sixième oui, République. Mais quand je vois ce qu'on appelle Sixième République, ça fait pleurer. C'est-à-dire que c'est sans contenu. Bon. Le Parti socialiste, on ne sait pas trop. Les Verts ont abandonné, visiblement, quand même très largement enfin, mm, j'arrive pas à trouver. Donc, on est dans un ensemble vide aussi. Et ça, on a besoin que ça soit rénové, on a besoin que ça soit porté. Moi, je ne crois pas à la Cinquième République. Je- enfin, il faut qu'on tue la Cinquième République, mais il faut que ce soit le peuple qui s'empare. Enfin, le peuple, il faut que ça soit quelque chose qui ait une dynamique. Et ça serait d'ailleurs l'occasion de repenser les relations entre le Parlement euh, oui, et la société, de repenser la façon de faire des lois. Enfin, on en pourra avoir. Là, on a du temps en plus. Ce qui est mm, extraordinaire, c'est que s'il y avait quelqu'un un petit peu intelligent quelque part, ça coûte un petit peu d'argent, quelques millions d'euros, mais ce n'est pas quand même des sommes gigantesques pour organiser des dispositifs de cet ordre-là. oui, Et de se dire que d'ici le mois de juillet, comme on n'a rien à faire, il ne se passera rien, au moins. Essayons de construire un grand débat. Et ça serait un truc un peu positif dans le monde, un peu. Parce que là, franchement, quand vous regardez les débats au Parlement, voilà, oui, c'est désespérant. mm, C'est désespérant. Merci à vous pour ce second tour d'écran. On a quatre questions, mais l'une d'entre elles a déjà reçu des réponses, donc il nous en reste trois et ça tombe bien parce qu'il ne reste que 15 minutes, donc ça veut dire 5 minutes en moyenne par question. Et je les prends à l'envers parce que la dernière appelle sans doute plus de temps, demande plus de temps que les autres. Question volontairement piquante sur la supposée crise de la démocratie représentative. Ne peut-on pas voir les aspects positifs du dernier scrutin législatif? La participation a été élevée grâce à l'enjeu très fort de l'élection. L'Assemblée élue n'a probablement jamais été si représentative du vote exprimé au premier tour. Alors, je soumets ça à votre sagacité avant euh, de vous lire dans la foulée la deuxième partie de la question. Enfin, sur l'immigration, certes, le sujet n'est une préoccupation que des électeurs d'extrême droite, mais le nombre d'électeurs d'extrême droite augmente. Par conséquent, présenter deux courbes, une des électeurs du RN et une des autres électeurs, ne prend malheureusement pas ce phénomène en compte. Alors, c'est un spectateur anonyme qui vous pose ces questions, mais on répond aussi aux anonymes dès lors que les questions sont intéressantes. Qui veut faire le bilan de cette élection législative qui avait de bons côtés, entre guillemets? Non, je passe. Ouais, Vincent. je peux me lancer si tu veux. Moi, je trouve que, en fait, le souci de cette élection, c'est elle donne l'illusion d'avoir répondu à un certain nombre de questions, et en fait, c'est pas le cas. C'est-à-dire que très clairement, on est quand même dans une situation où la campagne a été extrêmement courte, 4 semaines, là où en Angleterre, le Parti travailliste s'offusquait de la dissolution par Rishi Sunak sur 8 ou 9 semaines. Donc 4 semaines, on répond pas vraiment aux questions qu'on veut poser. Et les questions, enfin, les rares enseignements qu'on peut produire, c'est qu'effectivement, au premier tour, Emmanuel Macron a clairement perdu, mais c'est pas grave, il a encore une partie du pouvoir, notamment au sein de son gouvernement. LR a été également battu, mais c'est pas grave, ils sont Premier ministre. Et au deuxième tour, ce qu'il faut quand même bien avoir en tête, c'est que le Front républicain, c'était pas rien. En fait, c'est même probablement plus que ce qu'on a
ce qu'on a vu au premier tour, c'est-à-dire qu'entre le premier et le deuxième tour, on a le même niveau de participation, mais clairement, il y a eu un surcroît de mobilisation sur le front républicain, si on en croit ce qu'a produit Ipsos, hein. C'est-à-dire qu'il y a quand même un nombre conséquent d'électeurs de droite qui ne se sont pas déplacés parce qu'il y avait un choix entre le NFP et le RN, et des électeurs macronistes qui ont fait pareil. Or, on se retrouve avec le même niveau de participation, ce qui veut dire que le front républicain, ça a fonctionné. Mais ça a beau avoir fonctionné, on se retrouve dans une situation où le Rassemblement national est en position d'arbitre et peut dicter un certain nombre de choses. Donc là, il y a effectivement quelque chose de très, très troublant que vraisemblablement, effectivement, pour aller dans le sens de Bastien, une représentation proportionnelle éviterait, parce qu'au moins dans une représentation proportionnelle, on choisit les gens qu'on souhaite le plus, ou en tout cas qu'on déteste le moins. Alors que là, effectivement, il y avait une vraie ambiguïté sur la source de la légitimité d'un certain nombre de députés, et notamment du bloc central comparé notamment au NFP, qui s'est beaucoup plus désisté. Voilà, donc je ne suis pas sûr que l'élection législative ait résolu quoi que ce soit. Ce que ça montre en revanche, c'est qu'on est capable de remobiliser très 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 vite des électeurs, alors, et dans un contexte de défiance à l'endroit de l'ensemble des partis, c'est pas inintéressant. Ouais. Le problème, ce sera peut-être de les remobiliser la prochaine fois. Sur l'immigration, un mot, Oui, ça je peux répondre. bien sûr. Oui, en fait, c'est bien sûr, il faut jamais se contenter d'opposer l'électorat ou les sympathisants du Rassemblement national à tous les autres. Et je n'avais pas fait ça d'ailleurs, parce que je vous avais donné aussi des chiffres où on voit que ceux qui mettent... Le problème, c'est il y a des tas de gens qui se posent des questions sur l'immigration, sans nécessairement voter pour le Rassemblement national. Ce que fait le Rassemblement national, c'est d'en faire la grille de lecture à travers laquelle on voit tout le reste, qu'on travaille sur les problèmes des femmes, qu'on travaille sur le travail, le respect, la sécurité, tout est la sécurité, tout est la faute des immigrés. Donc, il ne suffit pas de dire qu'ils sont nombreux, les électeurs du Rassemblement national. Oui, 9 millions dans un premier tour des législatives. Mais quand on rapporte à la proportion d'inscrits, c'est 19% de l'électorat inscrit. Et ça serait encore moins par rapport à l'électorat potentiel. Donc, il ne faut ni minimiser, ni exagérer la force du Rassemblement national. Il faut voir qu'il est porteur d'inquiétudes qu'il n'est pas le seul à avoir, mais la manière dont il propose la solution, c'est la préférence nationale. Inconstitutionnelle, on vient de le dire, et là, il n'est pas suivi. Hein, je veux dire, on a posé cette question sur la préférence nationale, justement. On doit donner priorité à un Français sur un étranger en situation régulière en matière d'emploi, logement, aide sociale. Ou bien, il n'y a pas de raison de faire de différence. LFI, 6% d'accord. PS, 15%. LRM, 29%. LR, 41%. RN, 68%. Donc, il faut tenir les deux bouts de la ficelle. Le problème, c'est la saillance, c'est la hiérarchie. Si tous les gens qui trouvent qu'il y a trop d'immigrés votaient Le Pen, alors là, oui, ça serait inquiétant parce qu'on serait à 55%. On n'en est pas encore là. Hmm. Merci. Alors, on descend ensuite dans, je dirais, l'échelle territoriale. C'est intéressant de voir si ce que vous venez de dépeindre comme situation nationale, eh bien, va se décliner au niveau plus local. Et Julie Morel demande quelle déclinaison de vos analyses, en particulier sur les comportements électoraux de défiance, à l'échelle locale, considérant que les prochaines élections devraient être les municipales. Est-ce que le genre de passe dans laquelle on se trouve aujourd'hui, ben, on va les retrouver lors des élections locales qui approchent? C'est encore une question d'électoraliste, ça. Ok, alors Ouais, ouais, je commence. je Je commence. complète. C'est compliqué aujourd'hui Oui, de brosser un état des démocraties locales, parce que ce sont des démocraties locales, hein. Parce que oui, très clairement, au moment des régionales et des départementales, on s'est retrouvé avec des niveaux d'abstention qui atteignent les 50%. On massif. s'est retrouvé avec certains présidents de région qui ont été élus dans des pentagulaires de deuxième tour, donc avec à peine 28% des exprimés, donc 14% des Mm. inscrits. Enfin, objectivement, il y a des vrais soucis. Et dans le même temps, bon, il y a eu aussi les municipales, mais très clairement, l'abstention des municipales tient à la crise du Covid. Vraisemblablement que l'abstention aussi des régionales et départementales tient aussi au Covid, plus le fait qu'elles aient eu lieu en juin et qu'il n'y ait pas eu de campagne, etc. Donc il faut faire effectivement attention, hein. Et puis, très clairement, une partie de l'histoire du national se décline sur les comportements électoraux aux élections locales. C'est-à-dire que le rejet le rejet, cette grande démission, vraisemblablement qu'elle s'exprime chez beaucoup d'électeurs aussi. Et dans le même temps,
le local, c'est aussi l'endroit où se réinventent plein de dispositifs, de conventions citoyennes, de budgets participatifs, de Ouais. référendums, d'associations, de réunions de quartier, dont on sait, hein, les travaux de Blondiot, Saint-Omer et d'autres le montrent, hein, dont on sait que c'est loin d'être parfait, ces dispositifs. Mais très clairement, il y a un nombre conséquent d'initiatives pour faire politique autrement et associer les Mm. citoyens un peu mieux. Et donc, c'est un laboratoire assez incroyable, mais c'est aussi un laboratoire qui peut fortement être inégalitaire si on ne réfléchit pas à qui participe, qui peut être Ouais. fortement décourageant si derrière ça ne débouche pas sur des résultats clairement tangibles pour les citoyens. Mais voilà, il se passe effectivement plein de choses sur le terrain, avec notamment une démocratie qui fonctionne d'ailleurs fortement hors de la sphère électorale, par les assos, les bars Mm. associatifs, les Ouais. AMAP, les comités de quartier, enfin c'est juste impressionnant. Donc c'est Hmm. aussi vraisemblablement un élément de résistance très forte à cette droitisation par an. Oui. Et alors, question subsidiaire, cette fois pour Nona. On a vu aux législatives le RN quand même avoir beaucoup de mal à aligner des candidats dignes de ce nom à la députation. Ouais. Quand on arrive au niveau municipal, il faut encore plus de monde. Mm. Est-ce que le réseau des cadres, en tout cas des cadres locaux, permettrait justement de faire aussi bien au niveau local qu'au niveau au moins national? Mais il y a deux questions là-dedans. Ouais. Mais en fait, il y a une très grande faiblesse du parti. C'est-à-dire le parti n'a pas réussi à se remettre vraiment en état de marche. Et toutes les personnes qui ont travaillé sur les sections locales du parti montrent la grogne, le turnover, la direction par le haut, la patrimonialisation du parti. Il faut relire Safia Dahani ou Guillaume Le Tourneur ou Félicien Faury. Donc, point de vue ils ont une dynamique électorale, mais ils peuvent très bien faire des voix sans avoir l'ombre d'un militant sur place, hein. Donc, il faut bien voir cette déconnexion qui est assez intéressante. Mais en même temps, effectivement, tu penses à la carte dans le monde là, qui a fait hurler les électoralistes, dans laquelle tu voyais que dans 93% des communes, ce parti arrivait en tête, hein. Donc, dans le même temps, il peut ne pas avoir des cadres, mais il peut avoir une dynamique électorale. Depuis 2000, jusqu'en 2000, c'était dans les grandes villes et dans leurs banlieues que le Front National faisait ses meilleurs scores. À partir de 2000, il va progressivement se développer dans les villes moyennes, puis dans les petites villes, puis dans les communes rurales, hein. Donc, il peut faire des bons scores sans avoir nécessairement les cadres qu'il faut sur place. Et là, il faut aller regarder les quelques villes, enfin la douzaine de villes dans lesquelles il y a des maires RN. Et là, je peux te citer tout un tas de références qui montrent que c'est parfois, ils y réussissent quand ils mettent l'étiquette du parti dans la poche, et quelquefois, non. Mais c'est là qu'il faut regarder, c'est pas l'ensemble. Il y a la dynamique électorale, les réalités municipales, et n'oublions pas quand même que, en règle générale, c'est les élus, c'est le maire qui a la meilleure image de tous les représentants. C'est à ce niveau-là que ça, même si ça a diminué, c'est quand même à ce niveau-là, ce niveau local, qu'on fait le plus confiance. Merci Nana. Et alors une dernière question, cette fois-ci qu'on pourrait qualifier de contrefactuelle. Que voteraient les abstentionnistes s'ils votaient? Ça, c'est pour Vincent. Alors, c'est une vraie question, mais notre collègue Tristan Haute a fait un petit papier à Oui, partir de l'enquête électorale qu'il a réussi à oui, placer in extremis au moment des législatives. Et clairement, en termes de préférence, semble-t-il, ils sont moins oui. antiracistes que les électeurs du NFP, mais clairement, ils sont moins Moi, antiracistes ça aussi insiste. que enfin, ils sont culturellement beaucoup plus ouverts que les électeurs de la droite et de Oui, l'extrême droite. Ils sont plus en demande de redistribution. Donc, effectivement, on pourrait penser que il y a plutôt une réserve favorable à certaines politiques de la oui, gauche. Voilà, c'est oui, la seule enquête qui a essayé de mesurer les oui. choses avec un échantillon suffisant, qui permettait d'avoir à la fois un comportement abstentionniste et des valeurs. Mm, Donc c'est à vérifier, hein, mais c'est pas Hmm. inintéressant de voir ça. Voilà. ouais. Merci beaucoup. On va s'arrêter là parce que je vous ai vraiment promis de vous libérer à 18h30 on pourra, j'espère, répondre euh, aux questions qui ne manqueront pas de se renouveler dans les mois qui viennent, car comme le disait Bastien, on aura une actualité d'ici Oui. quelques mois à coup sûr avec une dissolution probable, et puis d'ici là, des réflexions qui, espérons-le, finiront quand même par être moins tristes que les débats parlementaires. Merci à vous tous et je vous donne rendez-vous le mois prochain pour un autre webinaire consacré cette fois à la situation au Proche-Orient. On essaye d'alterner Ouf.
l'analyse de notre situation nationale et celle de d'autres zones du monde. Et ce n'est pas facile que de monter un plateau pour parler de ces questions, mais Ouais. il nous appartient de le faire. Il faut suivre, et avec des gens qui sont dans la région d'ailleurs, des collègues qui sont sur place, l'évolution de cette situation particulièrement terrible, comme vous le savez. Merci beaucoup. Bonne soirée à vous tous. Et Merci. merci pour Merci. votre Merci. Merci, Voilà. merci.